Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du Plus d'éléments, l'émission de la Revue des idées pour la civilisation européenne. Émission de rentrée qui sera consacrée au numéro 174 d'éléments qui sort en kiosque le 21 septembre. Autour de moi aujourd'hui, 4 intervenants que vous connaissez bien, 4 piliers de la revue Éléments. Je vais commencer par le chef, Pascal Esric. Bonjour Pascal. Bonjour. Directeur de la rédaction d'Éléments. À côté de moi, Ludovic Maubreuil, monsieur cinéma d'Éléments, qui intervient depuis de nombreuses années. Ludovic, vous avez recueilli les mémoires de notre ami Michel Marmin, les souvenirs, dans des dialogues intitulés « La République n'a pas besoin de savants » aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. À ma gauche, Fabien Niesgoda, historien, lorrain, représentant de la tendance écologiste, on peut dire, d'Éléments. Fabien, vous avez signé avec Antoine Wechter « Le sens de l'écologie politique » aux éditions Sang de la Terre, et tout récemment, un ouvrage d'histoire lorraine, ça tombe bien, « Les partisans de Charles le Téméraire en Lorraine » aux éditions Le Paul-et-Marc. Et David Lépée, notre collègue suisse, spécialiste entre autres des socialismes. David, vous êtes l'auteur d'une récente plaquette « Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge ?» aux éditions du Livre Noir. Tout de suite, donc, la première partie de l'émission, la revue de presse d'Éléments. Alors, revue de presse autour du numéro 174 d'Éléments. Alors, c'est l'occasion de dire que vous pouvez trouver Éléments toujours dans les kiosques, dans tous les kiosques de France, de Suisse ou de Belgique. Mais vous pouvez aussi trouver maintenant Éléments, en tout cas nos amis parisiens, ou si vous êtes de passage à Paris, à la Nouvelle Librairie, au 11 rue Médicis. Donc nos idées s'implantent maintenant au cœur du quartier latin, juste en face des grilles du Jardin du Luxembourg. Alors Pascal Esric, que trouve-t-on dans ce numéro de rentrée que vous pouvez voir à l'écran s'afficher? Alors, Pascal. Nous avons un invité de marque, puisqu'il s'agit d'Éric Zemmour, pour la sortie de son livre « Un destin français ». Et c'est avec cet invité, avec Éric Zemmour, nous avons bâti un entretien. Et Janco nous a beaucoup servi. Pourquoi la France? Puisqu'on reprend en couverture ce titre, Pourquoi la France? Et on déroule avec Éric Zemmour cette question. C'est aussi une référence à un vieux numéro d'Éléments, en 1980, qui abordait la même question. Mais je voudrais parler aussi, parce qu'il y a l'invité de marque, mais il y a aussi le dossier. Et ce dossier d'Éléments, qui est consacré à la démocratie illibérale, est un dossier un peu particulier. Il est important, je crois. C'est un dossier un peu particulier parce qu'on traite avec la démocratie libérale d'un objet politique encore non identifié. En tout cas, d'un objet politique en formation. Et c'est ce qui est assez passionnant. Ce concept de démocratie libérale est né à la fin des années 90, 97, c'est un article de Farid Zacharias dans Foreign Affairs qui comme ça définissait quelques pays et pour les montrer du doigt, les définissait comme des démocraties libérales. Et donc voilà, c'est le dossier balaie l'ensemble de cette question. Qui peut compléter la question du populisme qu'on avait traité. Qui complète tout à fait la question du populisme, puisque on pourrait penser que, on peut penser, même c'est ce que dit Alain de Benoît dans sa présentation, que finalement le populisme attaque par le peuple et la démocratie libérale attaque le système libéral par les institutions, par la forme politique. Donc c'est tout un ensemble
ensemble d'une vingtaine de pages sur ces questions-là. D'où vient la démocratie libérale? Quand est-elle née? Comment est-ce qu'elle est viable? Et puis, il y a des contrepoints aussi. Il y a le contrepoint de David Lépée sur les équivoques. Parce que, comme c'est un objet politique en formation, il y a aussi des équivoques et qui sont à lever. Je pense que cette question-là de la démocratie libérale va structurer le débat politique en Europe pendant au moins 10 ans, les 10 prochaines années. Et c'était important de pouvoir faire un point, enfin une étude assez complète. Il y a peu de choses en France et je crois que c'est un numéro qui sera important. Voilà, donc les aiguilles du vieux clivage gauche-droite en Europe s'affolent. Voilà. Et nous sommes là au cœur de ce sujet qu'on continuera bien sûr à suivre dans la perspective des élections européennes, mais pas seulement. Exactement, parce que derrière, il y a aussi la question du retour du protectionnisme, de l'épuisement tout simplement de la représentation parlementaire, on le voit bien. Donc il y a énormément de questions qui sont abordées dans ce dossier. Très bien, merci Pascal. Ludovic, je crois que, entre autres, parmi les critiques cinématographiques que vous faites à nous dans ce numéro, il y a un focus consacré au western spaghetti, je crois. Oui, c'est ça. En fait, il y aura une rétrospective là, à partir de mi-octobre à la Cinémathèque sur Sergio Leone. Une grande exposition aussi qui lui est consacrée, et donc on dit quelques mots sur Sergio Leone dans ce numéro, parce qu'en fait on a beaucoup d'images en tête de ce cinéaste, les duels interminables, les gros plans, les très gros plans sur les yeux, les visages tuméfiés. Mais en fait, comme il y a des phrases qui, sorties de leur contexte, donnent un petit peu, font dire parfois le contraire de ce que veut dire un interlocuteur, mais il y a aussi comme ça des extraits qui oblitèrent le sens d'un film. C'est comme des images qui font un peu écran, donc on s'est dit c'est peut-être l'occasion là de se replonger vraiment dans la cinématographie de Sergio Leone, de revoir vraiment ses films de bout en bout. Et en faisant ça, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de clichés qui sont accumulés sur cette œuvre. Un peu de mépris aussi, hein, Oui, un peu de mépris, puis aussi un peu de... Fallait un peu caricaturer finalement. Et alors que c'est une œuvre qui, par exemple, offre beaucoup plus de réalisme que d'outrance, contre toute attente. Beaucoup plus d'amertume que de cynisme. Et en fait, on se rend compte comme ça qu'on peut rapprocher Sergio Leone finalement de John Ford, alors qu'il est plutôt courant de les opposer. L'un un peu le classique hollywoodien, l'autre un cinéma plus impoli, plus baroque. L'un qui est plutôt le chantre du rêve américain, et puis l'autre plutôt son pourfendeur. Et finalement, il y a une vraie continuité entre eux. Et d'ailleurs, quand on voit les derniers films de John Ford, L'homme qui tue à Liberty Valance ou Les Cheyennes, c'est plus l'idéaliste du début déjà. Il ouvre la porte à ce cinéma de Sergio Leone. Voilà. Alors, je préviens tout de suite Ludovic. Moi, j'ai retenu comme phrase de relance la phrase sur « Il était une fois dans l'Ouest », dernier film qui montre la fin l'avènement d'un monde sans couilles. Voilà. C'est ça c'est dans un entretien de Sergio Leone où il expliquait un peu ce qu'il avait voulu faire avec « Il était une fois dans l'Ouest », et notamment sur cette phrase vers la fin du film où Jason Robards dit à Claudia Cardinal, de mémoire, si un de ces hommes là-bas, un jour, il peut les laisser te regarder, voire même te pincer les fesses, ce n'est pas si grave que ça. Cette phrase, je pense qu'elle serait passible de poursuite aujourd'hui. Ça résonne particulièrement. Et ce qu'on oublie peut-être en citant cette phrase, c'est que quand lui, il dit ça à Claudia Cardinal, il est le seul à savoir qu'il est en train de mourir, en fait, ce personnage à ce moment-là. Voilà. D'accord, donc une belle rubrique cinéma autour de Sergio Leone et autour de la variation « Je me souviens » de Sergio Leone. Merci. David, alors, on connaît votre attachement pour la Révolution française, vous aimez cette période, on connaît votre attachement pour Robespierre,
qui fait beaucoup débat dans la rédaction, d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord sur le sujet. J'incarne un courant assez minoritaire, on va dire ça comme ça. Cette fois-ci, vous vous intéressez à une forme d'histoire genrée de la Révolution française. Quelle est la place des femmes dans la Révolution française? Est-ce que la Révolution française a permis une émancipation de la femme? En fait, c'est un exemple historique qui m'intéresse dans la mesure où il me permet de faire une démonstration d'ordre plus philosophique, en termes de philosophie de l'histoire, concernant la finalité de l'histoire, la téléologie, notamment le mythe du progrès. Est-ce que progrès rime toujours avec modernité? Il s'avère que non. Si la Révolution française a été objectivement le vecteur de progrès dans de nombreux domaines, elle n'a pas pour autant été une révolution sexuelle en termes de mœurs. Ou alors, elle l'a été pour une partie des Français, mais c'était une révolution sexuelle des hommes entre eux. C'est-à-dire une révolution sexuelle qui se manifestait par une certaine liberté d'expression, une certaine... une approche populaire de l'éros, mais qui ne remettait absolument pas en question le statut des femmes et qui même, au contraire, l'infériorisait davantage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très tôt, dès le début de la Révolution, la lutte contre l'Ancien Régime est symbolisée comme la lutte contre l'élément féminin décadent de la France. Le roi est soupçonné d'être impuissant, la reine, au contraire, est extrêmement puissante, elle est manipulatrice, il y a différentes théories du complot plus ou moins avérées. La femme de cour, la reine, est l'élément du complot. Les salonnardes, la politique des alcôves, la politique qui se fait sur l'oreiller, ça ne va pas du tout avec l'éthique républicaine inspirée de vertus romaines, où la politique doit se faire par des hommes droits sur la place publique. Donc déjà, ce féminin est connoté négativement. Ensuite, l'homme devient citoyen. L'homme devient citoyen, il acquiert il accède à la majorité politique et il veut l'égalité. Et pour que les hommes soient égaux, il faut que les sexes soient inégaux. C'est un paradoxe apparent, mais absolument nécessaire. Et je parlais de la vertu romaine, puisque le modèle idéal des révolutionnaires français, c'est Rome. Robespierre, justement, n'avait que ce mot-là à la bouche. Lui qui goûtait assez peu la compagnie des femmes, c'est un grand sujet d'historien, ça. La vertu, la virtus, c'est la racine latine. C'est pas uniquement la droiture morale. C'est vraiment la virilité. C'est exactement ça. La vertu sans laquelle la terreur est funeste et la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. C'était la phrase de Robespierre. Ça, c'est le côté austère de la Révolution. De l'autre côté, on a le père Duchesne, les sans-culottes, qui sont absolument pas du tout austères ni puritains. Eux au contraire, c'est la révolution gaillarde, c'est la révolution, c'est la révolution grivoise. Et eux, ils vont être aussi d'une misogynie et d'un machisme exacerbé, mais ils vont sexualiser la querelle politique en accusant leurs ennemis d'impuissance, d'être des sodomites, des bougres, comme disait le père Duchesne, en s'attaquant à l'Église, notamment sous la soutane, parce que ce qui faisait peur dans la politisation éventuelle des femmes, c'est que la femme était a priori non politique, sauf qu'elle était beaucoup plus fidèle à l'Église. Elle représentait l'élément conservateur de la famille, donc en étant fidèle à l'Église, peut-être servait-elle de cinquième colonne du clergé, donc de la contre-révolution. C'est la raison pour laquelle il fallait l'instruire comme l'homme. Non pas par amour de la femme instruite et émancipée, mais parce que l'instruction, c'est une manière de lutter contre l'influence cléricale. Et alors, ça place, vous le dites à la fin de votre article, le féminisme actuel dans une position assez paradoxale vis-à-vis de la Révolution, puisque, étant progressistes, elles doivent revendiquer l'héritage révolutionnaire, mais en même temps, tout en assumant le fait que ça n'a pas été une émancipation. Voilà, et beaucoup d'auteurs ont fait des analyses très lucides de ça, je pense à Mona Ozouf, notamment. En toute logique, la féministe, en tout cas la féministe bourgeoise, devrait reconnaître que sa liberté, à commencer par sa liberté intellectuelle, d'expression, son autonomie individuelle, était plus forte dans la civilisation des salons que dans la civilisation égalitaire, républicaine et révolutionnaire post-89. Donc elle se trouve pris dans une contradiction entre leur volonté farouche de s'inscrire dans l'histoire progressisme, voire même souvent dans l'histoire de la gauche, et le fait que, la révolution française fut une contre-révolution sexuelle. Et en parlant de contre-révolution, ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourra en reparler dans une future émission ou un futur article. Je pense aux femmes contre-révolutionnaires, justement, sous la Révolution, qui, elles, pour le coup,
ont été extrêmement mises au devant de la scène. Enfin, je pense à Charlotte Corday, la tyrannicide, ou des femmes en Vendée qui ont été... Ou même des femmes moins engagées, même Madame de Staël, qui était un peu partagée, même Madame de Staël a pris la défense de la reine au nom d'une espèce de solidarité de sexe qu'elle plaçait dans ce mouvement-là, en disant nous arrivons, parce que les Lumières n'ont pas été bien digérées par le peuple, dans une période de barbarie dont les figures féminines sont les premières victimes, et d'autres auteurs pensaient que, par exemple, les attaques contre la Vierge ou les statues des saintes, ce n'était pas simplement de l'anticléricalisme, mais une attaque aux figures maternelles et féminines gynécocratiques, parce que le monde moderne serait un monde réellement paternaliste. Et c'est ça la modernité. Merci David. Donc un article très intéressant, assez exigeant, mais un très bel article sur l'histoire contemporaine. Et on passe de l'histoire contemporaine à l'histoire médiévale avec Fabien. Alors Fabien, on connaissait les ouvrages de Philippe Contamine, la référence en matière d'histoire militaire. Mais là, vous vous penchez vraiment sur le maniement des armes à l'époque médiévale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement. Et puis aussi sur la passerelle entre le travail de l'historien et la société civile, d'une certaine manière. Puisque je suis parti en fait, d'un ouvrage publié il y a quelques mois d'un universitaire qui s'appelle Daniel Jacquet, qui s'appelle Combattre au Moyen-Âge, justement. Donc il y a un petit décalage par rapport effectivement à ce sujet très traité qu'est la guerre au Moyen-Âge, dans ses aspects purement militaires, politiques, économiques, etc. Et ce livre a été publié donc, dans une collection dirigée par Jean-Claude Schmitt, qui est justement médiéviste, très attaché à la question du geste, alors dans une dimension symbolique, voilà, des questions de gestuelle. Et précisément, c'est ça qu'a essayé de reconstituer Daniel Jacquet, qui a travaillé aux universités de Genève, Lausanne, Tours. Mais qui a une petite originalité, c'est de pratiquer en quelque sorte l'équivalent de ce qu'est l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que Daniel Jacquet, pour pouvoir comprendre comment on pouvait se mouvoir dans une armure, a fait faire par des artisans tchèques, je crois, une armure inspirée de modèles existants pour la porter lui-même et pour pouvoir participer, par exemple, à des courses d'obstacles ou des différents exercices pour vérifier la maniabilité d'une armure et essayer de remettre en cause certains clichés comme celui que Mark Twain avait popularisé du chevalier qu'on est obligé de hisser par une grue pour le placer sur son cheval. D'ailleurs, l'article commence en disant que c'est le seul historien à avoir pris un avion avec son armure. Oui, c'est ça. Il devait participer à un colloque à New York. Il devait emmener son outil de travail, puisque précisément, c'est sur l'armure elle-même qui pouvait baser ses démonstrations. Et il s'est vite rendu compte que la meilleure manière de la transporter, c'était pas de la mettre dans une valise, c'était de l'avoir sur lui. Bon, ce qui lui a causé quelques petits problèmes, évidemment, avec les douaniers, mais malgré tout... Oui, les portiques dans les aéroports, ça... Oui, voilà, il a dû tout démonter, etc. Mais dans l'avion, il y a des vidéos. Il a fait beaucoup de vidéos de ces démonstrations, justement, qu'on trouve très facilement. On le voit assis dans l'avion avec cette armure. Mais évidemment, il n'y a pas que le travail de reconstitution. C'est un historien qui travaille aussi sur les textes. Et c'est aussi un des aspects intéressants de cet ouvrage. C'est la façon dont il interroge les manuels de combat qui apparaissent à la fin du Moyen-Âge. Il y en a quelques-uns assez célèbres, Fiore dei Liberi, Lichtenauer, etc., en se demandant quelle est la nature exacte de ces sources, ce qui est une démarche assez courante chez les historiens antiquisants et médiévistes. On a une certaine rareté des sources, et donc quelle est exactement la nature de cet objet? Est-ce qu'il s'agit de manuels au sens strict? Est-ce qu'il s'agit de sortes de portfolio pour présenter le travail qu'un maître d'armes va ensuite pouvoir faire avec ses élèves? Est-ce qu'il s'agit simplement d'ouvrages de collection que les aristocrates aimaient avoir auprès d'eux? Donc il y a tout ce travail, justement, toute cette immixtion dans le travail de l'historien dans le livre de Daniel Jacquet. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article après est complété par un entretien que tu as fait. Oui, avec un responsable d'association qui monte des reconstitutions. C'est ça, oui, qui pratique depuis une dizaine d'années la reconstitution, parce que précisément, il y a un lien entre cette archéologie expérimentale que Daniel Jacquet est un des seuls à pratiquer dans le domaine universitaire, et puis ce que font sur le terrain toute une série d'historiens amateurs, d'une certaine manière, du moins pour ceux qui le font de façon sérieuse, comme Jean-Paul Conrault, donc, que j'ai interrogé, qui font le même travail que Daniel Jacquet, souvent avec d'ailleurs des universitaires comme Daniel Jacquet, d'utilisation de ces manuels, de reconstitution, avec aussi ce côté expérimental, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en scène les gestes qu'ils croient pouvoir interpréter dans les textes pour vérifier ensuite s'il y a une certaine crédibilité ou pas dans cette reconstitution. Et donc c'est un volet parfois un peu moins connu des reconstituteurs qu'on voit
plutôt comme étant des animateurs des fêtes médiévales. Il y a effectivement ce lien important avec le grand public. Les fêtes médiévales se multiplient depuis une quinzaine d'années un peu partout en France. On peut s'instruire tout en se divertissant. C'est ça, il y a le côté spectacle, mais de plus en plus, il y a aussi une recherche de sérieux, d'authenticité chez les reconstituteurs. D'accord. Merci beaucoup, Fabien. Pour ma part, j'ai eu la chance de me rendre dans l'atelier de Pierre Lamalati, qui est un peintre et un romancier, qui écrit notamment des chroniques d'art chez nos collègues de Causeur. Artention aussi. Et donc, alors, je développe pas, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant, notamment pour le renouveau de l'art figuratif, mais vous aurez l'occasion de l'entendre de vive voix, puisque François Bousquet et moi-même le recevrons le mardi 25 septembre dans notre nouvelle émission mensuelle sur Radio Courtoisie, le libre journal de la Nouvelle Droite, donc tous les derniers mardis du mois à midi, ce nouveau rendez-vous dans lequel nous recevrons Pierre Lamalati. Voilà, tout de suite la deuxième partie de cette émission avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors Pascal, moi, un coup de cœur. Oui, mon coup de cœur, c'est pour un roman. C'est le roman de Bruno Lafourcade qui s'appelle Livré, paru aux éditions Léo Cher et que chronique d'ailleurs dans ce numéro 174 Patrice Jean, et qui en fait une chronique assez élogieuse. C'est sur ses conseils que je l'ai lu, donc c'est donc l'histoire d'un écrivain qui se cherche, qui est un petit peu... qui en est à son 2e ou 3e roman, mais qui n'a pas trouvé son public et qui répond à une petite annonce et il va devenir prof de français. Et là, il est face à la réalité. Et donc tout le roman est avec beaucoup d'humour, un peu de désespoir, décrit un petit peu cette confrontation entre, j'allais dire, un pur esprit et la réalité. Et Patrice Jean a raison de nous avoir alertés sur cet écrivain, parce que je crois qu'on va en entendre parler. Donc une pépite dans cette avalanche de papier que constitue la rentrée littéraire. Je crois qu'il y a 500 livres. Ouais. Là, vous pouvez y aller. Là, on peut y aller. Ouais. Très bien. Ludovic, je crois que c'est un coup de gueule. Oui, à propos d'avalanche de papier. Oui. Avant de lire ce livre, tu t'appelais Maria Schneider, aux éditions Grasset. Je ne savais pas bien si j'allais en faire un coup de cœur ou un coup de gueule, en fait, mais j'étais sûr que j'en parlerais. C'est un coup de cœur pour Maria Schneider. Voilà, parce que ça parle de Maria Schneider, qui était une actrice tout à fait passionnante, au-delà de son parcours de vie un peu chaotique, qui ont fait les choux gras de la presse poubelle. Au-delà de sa récupération posthume par le mouvement MeToo d'Hollywood. C'était une actrice passionnante, oui, qui appartenait à ce cinéma qui prenait des risques. Dernier Tango à Paris, Profession reporter d'Antonioni, La babysitter de René Clément. C'était un cinéma qui tâtonnait parfois, mais qui avait des fulgurances, en tout cas qui savait émouvoir et questionner, ce qui est plutôt anachronique au temps des films qui ne bouleversent jamais, en fait. Mais maintenant que je l'ai lu, je sais que j'en fais un coup de gueule, donc, puisque tu t'appelais Maria Schneider. Finalement, tout comme il y a un cinéma aseptisé, dépolitisé, auquel d'ailleurs Maria Schneider n'a jamais participé, il y a aussi une littérature sans envergure, pleine de lieux communs, avec son lot de ragots médisants, de confidences plus ou moins envieuses. Enfin, toute cette autofiction pleurnicharde et atone sous le haut patronage de Madame Angot. Et Tu t'appelais Maria Schneider, c'est tout à fait ce genre de livre. Il est écrit par Vanessa Schneider, qui est journaliste au Monde, et qui n'est autre que la cousine de l'actrice, et qui se sert de quelques rares souvenirs communs, mais surtout de coupures de presse et d'extraits d'interviews, pour régler des comptes familiaux. Et puis, surtout, comme souvent dans cette littérature platement narcissique, pour se donner le beau rôle. Vanessa Schneider, elle incarne quand même
ce journalisme féminin porté à la psychologie. Elle analyse la vie politique française sous le petit bout de la lorgnette de la psychologie. Hein, oui, toujours. De toute façon, au-delà même de son histoire familiale. Ouais. Donc c'est un livre qui se sert de Maria Schneider jusque dans son titre. Mais sur la photo, comme on le voit, c'est bien Vanessa qui nous fait de l'œil. La belle Vanessa. Oui. Donc si on veut en savoir un peu plus sur Maria Schneider, je terminerai là-dessus, il vaut mieux regarder ses films, bien sûr, et notamment Les Acteurs de Bertrand Blier, hein, où elle apparaît un court moment. C'est un film où les comédiens jouent leur propre rôle. Oui. Et où elle raconte tous ses problèmes d'addiction, ses échecs amoureux, et tous les tourments qu'elle a traversés. Et elle conclut en disant « Je m'appelle Maria Schneider et ça m'a fait du bien d'avoir cette scène. Et là, c'est bouleversant. Et là, on est très loin de la sous-littérature des journalistes du monde. D'accord. Donc à éviter, et on attend encore une biographie une vraie biographie de Maria Schneider. Absolument. Merci Ludovic. Fabien, coup de gueule également, je crois. Oui, c'est un coup de gueule, effectivement. Qui concerne en fait un lieu qui m'est cher, qui est le musée Lorrain à Nancy, qui a fermé ses portes tout récemment, en avril. Alors c'est une fermeture provisoire, hein. Il s'agit d'une rénovation. Bon, évidemment, ça frustre le visiteur, mais il y a des côtés légitimes à cette rénovation. Le musée était un peu vieillissant pour différentes raisons. Il devrait rouvrir donc en 2023. Mais le problème, c'est ce qui est annoncé en fait. Il y a une sorte de dénaturation qui est à craindre du musée sous deux angles en fait. Une dénaturation au niveau matériel déjà, hein, au niveau architectural, puisque dans cet ensemble très harmonieux qui mêle architecture gothique flamboyante, architecture Renaissance, on a décidé évidemment d'installer un bâtiment en verre et en métal en plein milieu de la cour, alors pour des raisons de circulation qui peuvent se comprendre. Et de transparence. Mais voilà, c'est de mettre en avant la transparence, ce bâtiment moderne et qui jure complètement en fait avec l'architecture du lieu, tout en faisant passer ça toujours sous l'angle de la consultation publique. Hein. C'est assez simple, vous mettez deux versions de la même verrue architecturale d'une certaine manière. De petites variantes. Voilà, l'une un petit peu plus courte que l'autre. Tous ceux qui sont réticents vont voter pour la version courte et vous transformez ça en plébiscite. Donc c'est malheureusement assez courant et le musée Lorrain de Nancy va donc subir ce genre de transformation. Et il y a un autre volet également qui est à craindre, c'est une dénaturation au niveau de l'esprit du musée. C'est ce que m'a fait craindre, en tout cas, la lecture d'une interview du maire de Nancy, Laurent Hénard, hein, puisque depuis une dizaine d'années, le musée est en régie municipale. Interview qui pourtant s'annonçait sous de bons auspices, puisqu'il s'agit de régénérer l'esprit lorrain. Donc, a priori, quelque chose de très fidèle à l'histoire du musée, qui avait été fondé au milieu du 19e, justement, dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement lotharingiste, pour raviver l'identité lorraine moins d'un siècle après le rattachement à la France. Or, que dit Laurent Hénard dans cette interview à propos du musée et de sa vocation? Il s'agit de faire du musée donc un musée qui utilise l'histoire de Nancy. Déjà, le mot « utiliser l'histoire » pose un peu problème. Pour expliquer la société d'aujourd'hui, la France aujourd'hui, l'Europe surtout. Alors, il en rajoute une couche sur cette Europe en disant que le musée apporte, l'histoire de la Lorraine apporte des leçons essentielles pour qui était attaché à la construction de l'Europe et rêve même peut-être à une sorte de république universelle. Donc, vous voyez le glissement entre l'idée européenne, l'esprit européen et cette idée-là. Et il termine en disant donc qu'il s'agit d'un formidable levier en matière d'attractivité touristique, mais aussi pour le vivre ensemble, etc. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le vivre ensemble. Oui, ça fait longtemps, mais bon, il est mis entre guillemets, mais au premier degré, évidemment. Ouais. Alors, est-ce qu'il s'agit de dire que l'histoire de la Lorraine n'a rien à voir avec l'Europe? Je crois au contraire, hein, mais pas la République universelle, pas le vivre ensemble dans ce qu'il a de frelaté. Quand on pense Lorraine et Europe, effectivement, on a les figures de Jean de Pange, hein, je renvoie à la biographie qu'avait fait Jean-François Tulle. On pense à Otto de Habsbourg, évidemment, ou on pense à une figure qui avait une bonne place dans l'ancien musée, mais dont il s'agit de s'interroger sur la place qui lui sera accordée à nouveau. C'est Charles V, le duc exilé, qui en 1683 avait sauvé Vienne des Turcs avec le concours des Polonais de Jean Sobieski. Donc voilà l'esprit européen tel qu'il était perçu jusque-là. Est-ce qu'il sera encore aussi mis en avant dans le nouveau musée lorrain? C'est toute ma crainte. Merci. David, je crois que c'est un coup de cœur pour une femme allemande, c'est pas Angela Merkel. Oui, un coup de cœur pour une femme allemande, doublé d'un coup de gueule contre un Français qui viendra ensuite. Oui, je pense à Madame Sarah Wagenknecht, que nous ne connaissions pas pour la plupart il y a encore quelques semaines, et dont la renommée est parvenue jusqu'à nos oreilles depuis que cette dissidente du mouvement de gauche Die Linke a fondé un mouvement qui s'appelle Aufstehen, debout, qui
qui reprend simplement une acception populaire, concrète et responsable de la gauche, ou plus exactement du socialisme. Parce que je pense que les gens qui lui font un procès en trahison n'ont pas compris ce qu'était le socialisme, dans la mesure où elles se rendent bien compte que la crise sociale que vit actuellement l'Allemagne et en vérité toute l'Europe, qui se double d'une crise beaucoup plus globale, a quand même un rapport assez évident avec l'immigration, laquelle est une expression du capitalisme mondialisé. Elle fait en fait ce que devrait faire tout socialisme intelligent, c'est comprendre la logique systémique du libéralisme et de cette triple libre circulation à travers les frontières, qui est celle donc des biens, des capitaux, des marchandises, mais aussi des personnes. Et je sais absolument pas ce que ça peut donner électoralement. Je connais pas assez bien le contexte. Certains vont lui reprocher une forme d'opportunisme parce qu'elle veut reconquérir le terrain perdu et gagné par des mouvements comme l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Peut-être, c'est de la politique bien sûr, mais même s'il a fallu cet aiguillon électoraliste pour qu'une partie de la gauche se réveille, c'est tout à fait bien, c'est le moment. Il y a une personne en France, parce qu'évidemment la question qu'on se pose, c'est et si ça arrivait chez nous, qui serait-il? Il y a une personne en France, et ça ne m'étonne pas que ça vienne de lui, qui a salué cette initiative, c'est Monsieur Kuzmanovic, proche de Mélenchon, qui a accordé hier ou ce matin, je ne sais plus, ou cette nuit, un entretien à la grande presse, très intéressant, vraiment, que à quelques exceptions près, je signerai dès demain. D'ailleurs, si moi-même je viens plutôt de la gauche et que j'en suis parti, c'est dans le désespoir que cette gauche-là n'existe plus, mais il a été immédiatement désavoué, je crois que c'est le terme, par Mélenchon. Donc ma partie coup de gueule, elle s'adresse à Mélenchon qui loupe une occasion. Je ne veux même pas lui donner des leçons de stratégie parce que, disons, la magouillerie politicienne ne m'intéresse pas dans ce cadre électoral. Ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'il ait au moins conscience du rapport systémique, comment dire, dans le dossier sur la démocratie illibérale, je fustige le national-libéralisme qui est exactement la contradiction inverse. Donc renvoyons dos à dos les nationaux libéraux et les gauchistes hypocrites et souhaitons bonne chance à Madame Wagenknecht et à son mouvement. Très bien. Très bien, David. Merci, chers amis, d'avoir suivi le plus d'éléments. Le mois prochain, vous retrouverez Patrick Pell pour cette année-là, et dans 2 mois, à l'occasion du prochain numéro d'éléments, vous retrouverez Olivier François pour un nouveau numéro du plus d'éléments. Merci, à bientôt.